Un train en route vers la Crimée. 3 chercheurs français partent pour une quête. Nous allons enquêter sur une énigme. On lit qu'à Féodosia, en Crimée, les Grecs, au VIe siècle avant Jésus-Christ, alimentaient leurs 110 fontaines par des puits aériens, des puits à l'envers qui récupéraient la rosée du ciel. Alors un puits aérien ou un puits à l'envers, c'est une construction qui est destinée à condenser la vapeur de l'atmosphère. Ça sert à fabriquer de la rosée et à la récupérer pour faire de l'eau. En tout cas, les hydrologues disent que ça a marché au VIe siècle avant Jésus-Christ et que les Grecs avaient découvert le secret de ce procédé. Alors en fait, on a très peu de documents sur ces constructions. On sait qu'un ingénieur russe du début du siècle, Frédéric Siebold, aurait construit un condenseur sur le type de ces condenseurs grecs. On n'en sait pas plus puisque en 1917, la ville s'est fermée et qu'elle ne vient que de se rouvrir aux étrangers. Ce qu'il faut dire donc, c'est que le premier texte important est publié en 1925 environ. C'est la première source écrite. Il paraît bizarre que les Grecs se soient alimentés en eau de cette façon, ça serait totalement inconnu et inédit jusqu'à présent. Mais si Siebold, comme il le semble, a trouvé des tuyaux d'allure ancienne autour de tas de constructions, pierres, quels que soient ces tas de pierres, que ce soit des condenseurs de rosée ou non, il vaut la peine d'aller voir ce que c'est. Voilà. Alors on va voir de plus près ce qu'il en est. Regardez là. Ah ouais. Avec une belle couleur. Je continue. Oui. Et puis là, on va ici encore. L'emboîtement, oui. Féodosia, ville balnéaire au bord de la mer Noire. Les chercheurs montent vers le mont Tepeoba à la recherche d'indices. Oui, Ah oui. aucun doute n'est permis. Des tessons de tuyauterie en terre cuite, datant des Grecs anciens, présents ici en 600 avant Jésus-Christ. La lumière du soleil, voilà, comme Ah oui, ça a avec servi des longtemps. lumières. Ça a dû servir longtemps, hein. Oui, Une bonne épaisseur. c'est mouvant ça. On pourrait savoir Le tas peut-être. c'est toujours le même, hein, il n'a pas Quelle est changé la d'effet. nature d'eau? Oui, puis combien de C'est l'eau temps, combien de minérale. temps ça a servi Ça, c'est avec fatalement les de l'eau Grecs. minérale. Oui, enfin, C'est obligatoire. Ah oui, c'est du minéral, oui. Oui, parce qu'elle est minéralisée au contact du sol. C'est les équipes peut-être les plus... Attention à la. Mauvais indice. La présence de tartre sur ces tessons déconcerte les chasseurs de rosée. Elle a raison, c'est bien des sources d'eau minérale avec tout ce calcaire. Frédéric Siebold, chargé de superviser le reboisement des collines, fit creuser de profonds sillons dans les pentes arides. Sous les coups de pioche, les fragiles tuyaux apparaissaient. Cette découverte fut le point de départ de sa théorie sur les condenseurs de rosée. Ces fontaines monumentales, taries depuis longtemps, d'où venait leur eau? Dans les jours qui suivent, avec l'aide sceptique des archéologues locaux, un sondage est effectué sur l'un des tumulus éventrés par une route. je suis pas très favorable à l'hypothèse d'un condenseur, mais enfin, de toute façon, on pouvait s'attendre à ce que les tas de pierres antiques de Siebold soient des courganes dans cette région. Ah, et les C'est tuyaux curieux alors les tuyaux, il devait y avoir des sources dans la montagne et les tuyaux passaient un peu partout. Nous en avons vu en montant des C'est vrai qu'il y en a exemples. partout. Hein. Alors donc il y en avait notamment, entre autres, autour des courganes, sans doute. Non, mais non, c'est pas drôle ça, dis donc, ce que tu me racontes là. Mais il faudra que tu continues à chercher dans les archives de Siebold. Peut-être y a-t-il des explications qui, Bah, je crois que c'est la dernière chance. Hein. qui se préciseront. Écoute, moi je peux pas, je peux pas arriver à croire que tout ce qu'on a dit sur les tas de pierres de Féodosia soit faux. D'autre part, c'est vrai que c'est difficile à croire que ces pierres et puis ces cendres soient un condenseur. Enfin, dis donc, Fouillons un courgane et... finalement, Fouillons un tumulus. c'est pas pour faire une astuce, mais malheureusement nos rêves se terminent en cendres. Hein. C'est l'arroseur arrosé. Ouais. La déception bue, la recherche continue par une première consultation des archives au musée local. C'est intéressant parce que ça c'est toute la littérature avec manuscrits et sur Frédéric Siebold. Ah tiens, ça me dit quelque chose. Bah, c'est le condenseur de Siebold, pas vrai. 1912. Après 1912.
Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est... Bah, écoute, Ça, ce sont les murs. oui, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Et voilà les galets alors. Ah oui, c'était rempli de cette C'est ça, qu'est-ce façon. que c'est ça? C'est la fin de la construction du condenseur de Siebold en 1912. 1912. Ouais. Ah, c'est super ça. Et, alors, voilà les galets. Et on dirait qu'il y a des personnages là. Oui, il y aurait bien. Peut-être Siebold. Ça serait pas mal, mais à mon avis, c'est difficile de. Je peux regarder là? Vas-y. Ah bah tiens, regarde. Mais là, il n'y a plus de galets là. Non. C'est une grande satisfaction. Le condenseur de Siebold existe encore. L'entêté ingénieur, obsédé par les centaines de tuyaux découverts, n'avait pas voulu voir les trésors sites provenant des kurgans environnants. C'est en préparant la venue des chercheurs français que Jeanne Katiouchine découvrit ces documents. Il a dit que quand il était encore petit, il a vu les galets. Il fit alors la relation entre le condenseur de Siebold et un lieu étrange, où il allait quelquefois jouer enfant. Ça, c'est le galet, certainement, le galet de mer, parce que là, c'est mécanique. Maintenant, on peut supposer qu'on le prenait comme dans la mer, ainsi que dans le champ. Oui, c'est ça. Тем не менее, он считал необходимым привести гальку, саму гальку. Вот для чего? C'est très important que les galets soient ronds. Comme ça, les contacts thermiques entre les galets sont faibles. C'est comme ça finalement que le condenseur a pu fonctionner. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, c'est vrai que les condenseurs de rosée n'auront jamais des rendements extraordinaires. Un calcul simple montre, hein, tu sais bien, que dans un mètre cube d'air à 23 degrés, si tu baisses à 20 degrés, ce mètre cube d'air saturé en eau, tu auras à peu près 10 grammes d'eau. Donc on sait très bien qu'on n'aura jamais des rendements extraordinaires. Hein. Mais là ce qui est extraordinaire, c'est que quand même, ce condenseur a réussi à faire 350 litres d'eau par jour. Hein, quand il fonctionnait. C'est quand même la première tentative au monde de récupérer de façon industrielle de la rosée quand même. Voilà, c'est ça, C'est ça en fait. De donner une dimension industrielle À la récupération de la rosée. Ce qui m'intéresse moi là, c'est aller aux extrêmes, quoi. Et par le biais d'histoires, de pouvoir continuer des histoires scientifiques. Par le biais d'une histoire de début du XXe siècle, continuer encore 90 ans après, et pour la poser mieux au niveau de l'argumentation, et pour que la quête soit relancée. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'avec une théorie fausse, il a réussi à faire un condenseur qui fonctionnait. Il n'empêche que j'admire la tentative de Siebold comme celle je ne dirais pas d'un fou, enfin d'un enthousiaste qui a réussi à réaliser un projet qui semble un peu insensé. Un pionnier, un pionnier. Pas ça un fou. Un pionnier. C'est plus exact. Il fallait un grain de folie pour faire. Mais dans un tel toute projet. recherche scientifique, il J'en faut suis un grain de convaincu. folie. Abandonné en 1917, l'incroyable réalisation de Siebold fit des émules, surtout en France, au début des années 30. Et c'est à Trans-en-Provence, où il était établi, que l'ingénieur belge Achille Knappen tenta de perfectionner la théorie de Siebold. Il fit construire un énorme dôme. L'air, pénétrant par une multitude d'ouvertures, y dépose son humidité sur des ardoises inclinées. Malheureusement, les résultats infimes ne permirent pas de continuer l'expérience. À Féodosia, sur le toit du musée, Daniel Bessens poursuit et pose le problème d'une façon radicalement différente. Il teste des matériaux à faible masse thermique et non poreux. Des matériaux d'aujourd'hui. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur cette plaque-là? On a en fait un appareil pour enregistrer la vitesse du vent, l'humidité de l'air, on dit l'hygrométrie, et la température de l'air. Ceci est enregistré sur cet appareil-ci. D'autre part, nous avons donc ces deux plaques, une plaque de référence en plexiglas, dont on mesure la température ici avec un thermocouple qui est enregistré sur cet appareil. Et cette plaque qui est ici est un peu plus compliquée.
c'est en fait la même plaque que l'autre, mais on a mis un couvercle avec une très mince feuille de plastique, de polyéthylène, qui a la propriété d'être relativement transparent à la lumière infrarouge. Donc ici, on va empêcher le vent de réchauffer la plaque, tout en permettant à cette plaque de se refroidir par rayonnement. Donc on est en train de tester un nouveau système pour récupérer la rosée et pour récupérer, on espère, beaucoup de rosée. On verra ça demain. Au matin, les résultats sont probants. La plaque protégée du vent recueille une quantité de rosée nettement plus importante que la plaque non protégée. Un tel système ne permettra sans doute jamais d'irriguer le désert. Mais il se suffirait pour procurer une eau potable et gratuite à des habitations isolées dans des zones arides. Alors quel était notre objectif en allant à Féodosia? C'était d'aller sur les traces de ces condenseurs antiques, de ces condenseurs de rosée. Et en fait, on peut dire que notre bilan est très positif, puisque ces condenseurs, on les a retrouvés. On n'a pas retrouvé ceux qu'on croyait. En effet, les tumuli qui sont au-dessus de Féodosia ne sont que des tombes scythes et des tombes grecques. Mais nous avons retrouvé le premier condenseur au monde, celui construit par Frédéric Thibault, par cet entêté, qui a voulu montrer grandeur nature qu'on pouvait fabriquer des condenseurs de rosée. On peut imaginer des condenseurs faits avec des revêtements spéciaux très réfléchissants qui fonctionneraient même en plein jour, même en plein soleil. Et c'est un petit peu ça notre but, faire des condenseurs qui fonctionnent jour et nuit, faire de la rosée jour et nuit. Nous sommes en bonne voie. C'est possible ça? Bien sûr, hein. Et c'est l'offre, bien sûr.